Bon, bonjour à tous. Les gens au fond, vous pouvez vous rapprocher si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Donc, bonjour à tous. Benoît Furet de l'Université de Nantes. Et donc, j'ai la chance de présenter ce projet, ce beau projet que nous avons mené donc, avec Bruno Lunéat et de Bouygues Construction. Donc, Bouygues Bâtiment Grand Ouest, très exactement. Et donc, on va vous parler de... on a eu plusieurs présentations autour du BIM. Et nous allons vous parler aussi, est-ce que le BIM, donc le numérique, le digital dans le domaine du bâtiment, va nous amener à aller vers d'autres solutions, en particulier l'impression 3D sur le chantier. Voilà. Alors, je vais faire l'affront de rappeler ce que c'est que l'impression 3D, mais quand même, j'y vais très rapidement. L'impression 3D, c'est, je vais mettre la matière couche par couche pour obtenir un objet, qu'il soit métallique, plastique. Ça fait plus de 30 ans, nous, à l'université, qu'on fait de l'impression 3D. Et dans le bâtiment, il n'y a que depuis un an et demi que ça émerge un petit peu. Il faut quand même se retenir quand même que de ces solutions-là, la difficulté, c'est, vous avez déjà tous fait du mortier, du béton ou du plâtre, ben, cette matière, au moment où on va la déposer, il faut qu'elle soit dans un état visqueux. Et cet état visqueux, ben, après, au fur et à mesure, on va monter la troisième dimension, eh bien, c'est plus qu'un risque qu'autre chose. Voilà. Et il y a un autre aspect des choses qu'il faut retenir aussi, c'est que l'impression 3D nous permet de faire ce qu'on appelle de l'optimisation topologique. C'est qu'on est capable de faire des pièces avec des formes assez complexes. Il y a des pièces métalliques très classiques qu'on est capable de faire. À droite, vous avez une pièce obtenue par opération soustractive, c'est quand on prend un bloc de matière, on vient l'usiner. Et celle de gauche, en bas à droite, à gauche, pardon, grise là, on est parti de la fonctionnalité et avec de l'intelligence artificielle, on vient optimiser la fabrication de la pièce pour avoir la même fonctionnalité, mais en tenant compte du process de fabrication. Et vous verrez que dans l'exemple que nous avons traité, c'est ce que nous avons suivi aussi. Voilà, l'optimisation topologique. Alors, on n'est pas les seuls à travailler dans ce domaine-là, autour de l'impression 3D. Il y a beaucoup d'opérations qui se passent un peu partout dans le monde. Moi, en tant que chercheur, j'ai eu à me déplacer beaucoup. Bruno aussi s'est pas mal déplacé. Je suis allé en Chine, j'ai rencontré les Russes, les Américains, on a pas mal échangé sur leur façon de faire, où les uns et les autres viennent déposer principalement du mortier pour essayer de construire un objet en 3D, un bâtiment en particulier. Donc il y a plein de cas qui ont été réalisés. Il y a une belle start-up française qui s'appelle Xtree, qui a réalisé des belles choses comme celle-ci, là, et qui sont des pièces de forme complexe. Donc ça rapproche un petit peu ce que je disais tout à l'heure au niveau de l'impression 3D. Il y a eu des réalisations dans le bâtiment qui ont été faites aussi en Chine. Donc vous avez tous vu ça à un moment donné. C'était Winston qui disait ouais, ils vont exploser le marché parce qu'ils fabriquent des maisons imprimées directement. Alors je rappelle qu'ils impriment, ils font de la préfabrication, c'est fait en atelier, et ensuite ils déplacent des morceaux pour pouvoir les assembler. Et la préfabrication, les constructeurs comme Bouygues, ils savent faire ça depuis de nombreuses années, c'est pas difficile. Voilà. Alors il y a eu quelques exemples un peu plus récents qui ont été réalisés en Russie. Là, c'est une petite maison de 30 mètres carrés qui a été réalisée aux États-Unis. Mais n'empêche que déposer de la matière couche par couche les unes par-dessus les autres, eh bien, il y a des problèmes de santé matière. Et la tenue, par exemple, la tenue sismique des bâtiments n'est pas garantie pour le moment. Comme dans l'aéronautique, certaines pièces de catégorie 1, c'est des pièces, si la pièce casse, l'avion tombe, eh bien aujourd'hui, il n'y a aucune pièce de catégorie 1 qui soit imprimée 3D métallique aujourd'hui dans le monde sur l'aéronautique. Donc, de la même façon aussi, on voit bien que l'impression 3D, dans la production de masse, dans l'automobile, eh bien on n'en a pas. On en a principalement sur les outillages, parce qu'il y a des choses intéressantes à optimiser autour de la fabrication d'outillages. Donc nous, on a, au sein de l'université, eu l'idée, avec un peu de sérendipité, de renverser un petit peu la vapeur au niveau de la fabrication. Mais bon, c'est juste une inspiration du classique de ce qui se fait dans la construction. Nous, on s'est dit, généralement, quand on imprime un bâtiment, après, derrière, on va devoir faire l'isolation. Et nous, on avait énormément développé une technologie de fabrication XXL avec des polymères. Et donc, ces polymères ont des caractéristiques mécaniques très intéressantes. Et en plus, ils ont des caractéristiques aussi sur l'isolation du bâtiment. Et donc, l'idée a été de se dire, nous, on va faire l'impression un peu renversée. On va faire un peu comme du béton banché, avec des banches qui sont imprimées directement sur place, avec un polymère. Et ces banches, elles ne sont pas perdues, elles sont conservées ensuite pour réaliser l'isolation thermique du bâtiment. Et donc, l'idée, c'est cela, et les brevets qui vont derrière. On a travaillé au niveau des brevets et de la protection intellectuelle avec les West Valorisation sur ces travaux-là. Et puis, on a développé cette techno-là. Bon, une fois qu'on avait réalisé et conçu un principe d'un bâtiment, enfin d'un mur déjà, d'une paroi, donc d'une triple paroi, on s'est dit, si on veut réaliser de l'habitat, de la construction de maisons, en particulier des maisons individuelles, eh bien, il nous faudrait une machinerie. Et donc, vous avez vu, les Chinois, ils font la préfabrication en atelier avec des grands portiques.
Certaines réalisations qui ont été faites aussi aux États-Unis, ils ont créé un portique. Il y a un Chinois aussi que Bruno a rencontré aussi, qui a réalisé une première maison. Il a mis 45 jours pour installer le portique et 40 jours pour imprimer la maison. Pour faire de la maison individuelle, je ne suis pas spécialiste du bâtiment, c'est pas sûr que ça marche. Donc nous, on s'est dit, il faut peut-être qu'on fasse un petit peu autrement. Et donc, comme nous, dans nos activités, on travaille énormément sur l'industrie manufacturière, on avait développé donc, une machinerie robotisée qui permet à la fois d'imprimer le polymère et le béton pour réaliser nos murs. Donc concrètement, pour nous, la machinerie, c'est un bras polyarticulé, donc un bras. C'est français, c'est fabriqué à Favert, chez Stobli, Cocorico. Donc c'est le robot jaune que vous voyez. Et puis dessous le robot jaune, vous avez un engin bleu et blanc qui est on va dire un Fenwick Google carisé qui nous permet de piloter ce robot mobile qui porte lui-même le robot polyarticulé. Donc en gros, on a la dextérité de l'opérateur et ensuite le robot il va pouvoir se déplacer. Et là aussi, avec un peu de réflexion, on s'est dit, mais sur un chantier, c'est impossible de faire des robots rouleurs qui roulent à l'extérieur. On en fait déjà à l'université pour faire des robots agricoles. On bine les salades maintenant avec des robots qu'on a développés à l'université, avec des entreprises vendéennes. Là. Mais là, on s'est dit, c'est pas possible. Donc on s'est dit, on va renverser là encore une fois de plus. La maison, on ne va pas la construire depuis l'extérieur. La maison, on va la construire depuis l'intérieur. Donc l'idée, c'est, on a notre machinerie robotisée. Ensuite, on a 2 pompes. Une pompe à polymère pour faire la partie isolation et une pompe à béton classique pour amener le béton jusqu'à l'effecteur du robot. Voilà. Et donc, notre principe constructif, c'est la dalle en béton est faite, les attentes, on appelle ça, sont là, les ferraillages pour les chaînages verticaux sont là, et le robot va être posé sur la dalle en béton. Il va imprimer son polymère, son béton, son polymère, son béton, son polymère, son béton. Et une fois qu'il a élevé ses murs, le robot il va sortir par la porte d'entrée qui n'est pour lui qu'une porte de sortie, puisqu'elle n'existait pas quand il est arrivé, donc ça ne peut pas être une porte d'entrée. Voilà. Donc le robot aura imprimé et puis il ressort comme il est arrivé à peu près. Donc pour expérimenter tout ça, eh bien, on a eu un projet qu'on a monté qui s'appelle Innova, donc à la demande de Nantes Métropole, qui a demandé à son bailleur social Nantes Métropole Habitat de construire cette maison imprimée 3D dans un quartier de la Bottière. Et donc Luc Stéphane, dont on a parlé tout à l'heure, qui est au fond de la salle, là, a été une des chevilles ouvrières de ce magnifique projet. Donc la particularité, c'est que le foncier en lui-même était un peu contraint. Donc c'est un terrain avec des arbres. Et en plus, dans ces arbres, il y avait un ensemble boisé classé, donc qui imposait qu'on n'avait pas le droit de toucher aux arbres. Le cahier des charges dans le Métropole Habitat, c'était une maison habitat social, 95 mètres carrés, 4 chambres, 2 salles d'eau, un séjour cuisine, etc. Donc Charles Coiffier de Tika Architecture a été l'architecte maître d'œuvre, lui aussi cheville ouvrière du projet. Et donc le cahier des charges qu'on lui a donné, c'est la maison, et on lui a dit, tu vas réaliser ça avec un robot imprimante 3D. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc on l'a reçu au labo, on a expliqué nos concepts, et ce qu'il a retenu, ce qu'on lui avait dit, c'est que nous, qu'on fasse un mur droit ou un mur courbe, pour le robot, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est assez fondamental, c'est que justement, il a pu optimiser la forme de la maison en fonction de l'environnement dans lequel on était. Et cet environnement, je dis, il y avait les arbres. Donc en gros, c'est assez contraint. Si on voulait faire une maison de 95 mètres carrés, il fallait abattre 1 ou 2 arbres. Donc on a pris le parti de conserver les arbres tels qu'ils étaient. Donc après, on avait des contraintes assez fortes du fait des immeubles qui étaient à côté, des HLM qui entouraient le foncier et qui imposaient des contraintes visuelles très très fortes. Et donc si vous regardez bien la maison, on a pu jouer justement sur cette configuration de la maison pour qu'elle s'insère dans la clairière. Il existait la petite maison dans la prairie et nous, on a fait la grande maison dans la clairière. Voilà. Et donc, si vous regardez bien, la maison elle a des grandes formes courbes. Ça, c'est des choses assez intéressantes. Mais aussi, on a travaillé sur des formes courbes un peu plus prononcées dans les angles. Alors, pourquoi? Ça aussi, c'est des travaux qu'on a menés. On a parlé de BIM tout à l'heure. Donc ça, ces imageries BIM, on les a traitées au sein de l'université. On a aussi traité la partie réalité virtuelle parce qu'avec un nouveau design de maison, il fallait qu'on essaye de voir si c'était pas trop disruptif tout de même, mais qu'on soit capable de l'accepter. Et donc, on a travaillé sur la partie courbe dans les angles. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. C'est d'une part que les courbes en elles-mêmes vont contribuer à la rigidité du bâtiment. Vous avez tous appris ça à l'école, une liaison castrement à 90 degrés, eh bien, on la remplace facilement par des courbes. Si on a créé la tôle ondulée, il y avait une raison, c'est que dans le sens de l'ondulation, on a une raideur énorme. Si on a créé du carton ondulé, c'est la même raison. C'est la courbure qui donne la raideur au bâtiment. Alors qu'aujourd'hui, si on regarde bien les bâtiments, on fait des bâtiments parallélépipédiques et mathématiquement et physiquement, ça impose des calculs. Et on pourrait optimiser les matériaux de cette façon-là. Donc, on a vraiment fait de l'optimisation topologique
de la maison en s'inspirant du process de fabrication. On a fait du design for manufacturing. Et les courbes en elles-mêmes, elles apportent aussi un confort complémentaire, c'est le confort de la thermique. Quand vous calculez le confort B-bio, les coefficients B-bio de confort de la maison, la géométrie même de la maison intervient sur le confort thermique de la maison. Et les gens qui font de l'habitat social, Luc pourrait le confirmer, c'est que quand vous voyez des bâtiments qui vieillissent un petit peu, du fait des phénomènes d'aérolique, de circulation de l'air à l'intérieur du bâtiment, les traces noires que vous avez dans un bâtiment arrivent toujours dans les angles. Et ces angles, ça s'explique pourquoi. C'est bien isolé normalement, mais c'est la discontinuité. Donc c'est la variation de l'isolation qui fait qu'on va avoir un point plus froid et qui va faire qu'on va avoir des traces. Là, on n'a pas de discontinuité avec les courbures et donc on a obtenu cela. Alors cette maison, je pense que vous avez déjà vu des images qui présentaient. Donc là, vous voyez, on est vraiment parti avec du BIM, hein, c'est l'histoire. L'architecte avait dessiné, on avait fait la réalité virtuelle, on a pris les dessins CAO de la maison et on a défini la trajectoire du robot. L'architecte avait même fait une petite modification 2 jours avant le chantier parce qu'il y avait une prise de code qui avait été refaite par rapport à un vieux mur en pierre qui était là. Il nous a fallu 10 minutes pour refaire les trajectoires du robot. Point à la ligne. Voilà. Alors, la maison en elle-même, donc elle est terminée. On a mis 5... Pardon ? D'accord, il me reste 5 minutes. Donc, alors, et je vais laisser la parole à Bruno. Ça tombe juste bien, donc je suis parfaitement chrono, c'est parfait. Et donc, la maison est terminée. Elle est habitée maintenant depuis le mois de mai l'an passé. Et donc, vous pouvez le remarquer quand même, l'image d'après, elle est quand même sympathique. C'est pris du 3e étage de l'immeuble à côté. On ne voit pas ce qui se passe dans la maison. Et quand on est dans la maison, on ne voit pas ce qui se passe aussi dans les bâtiments. Et le regard est plutôt orienté vers le jardin. C'est lié à la courbure du bâtiment. Donc ça, c'est un beau travail de l'architecte en lui-même qui montre qu'en fin de compte, on peut aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est un principe constructif qui pourrait être intéressant aussi pour compenser un peu les problématiques de densification urbaine. Voilà. Donc la petite maison dans la prairie et là, la grande maison dans la clairière, vous la voyez ici. Donc un petit bilan très rapide avant de laisser la parole à Bruno sur l'impression 3D. L'impression 3D, c'est une solution envisageable. Cette maison-là, on en a fait une première mondiale, mais c'est la seule maison certifiée, commercialisée, habitée aujourd'hui dans le monde. Voilà, bon. Alors c'est vrai qu'on ne fait pas réellement du béton imprimé directement parce que, comme je l'ai dit, il y a eu des petites astuces. Parce que tous les autres qui font des pots de mortier, on va pouvoir parler aussi de coûts. Nous, on est avec du béton standard, classique, et il n'y a pas eu de difficulté particulière sur la certification en tant que telle. Voilà. Donc les constats que l'on fait en tout cas, c'est qu'on peut aller vers des maisons avec des formes un peu plus humaines. Ça, je revendique et on peut continuer. Nous, on considère que, ok, on a fait la maison, mais on a fait que les murs. Et le robot était là, il aurait pu faire autre chose. Donc moi, je crois énormément dans la robotisation et l'assistance au geste pour développer, et ça va se développer, ça va se déployer. Et on a plein d'arguments pour le montrer et le prouver. Vous voyez, tout à l'heure, pendant les précédents pitchs, où on parlait du BIM et on a fait le lien entre le BIM d'aujourd'hui dans le bâtiment et la CAO 3D qui est apparue dans les années 80 dans l'industrie manufacturière. Eh bien, des robots dans l'industrie, il y en a partout. Vous allez chez Beneteau, on parlait tout à l'heure de chantier, c'est 250 000 heures par an de ponçage manuel. Eh bien, on met des robots partout maintenant. Voilà. Et donc, nous, on croit aussi au développement. Les matériaux biosourcés, on commence à imprimer des matériaux biosourcés. Mais le numérique ne va pas s'arrêter à l'impression 3D. Bruno ? Merci. Là, je suis dans les arrêts de jeu, même plus, je suis dans les tirs au but là. Oh, allez. Donc, pour la construction en impression 3D ou autre, on est bien d'accord, il faut que le numérique demain nous sorte de ce que tu évoquais tout à l'heure, de passéisme d'il y a 40 ans, de la conception. Vous avez ici sous les yeux une conception maison un peu optimisée, où chacun des modules de couleur ici, c'est un morceau de maquette numérique qu'on peut plugger les uns sur les autres, si on respecte les règles. Le bâtiment, il est naturellement bien conçu, bien optimisé, moins cher, plus habitable. Voilà, la maquette numérique dès l'amont, dès la conception, et jusqu'à la réalisation, on peut rêver, demain, nous y travaillons, que nos opérateurs sous le chantier aussi bénéficient de cette maquette numérique sur un manchon connecté, avec un casque connecté, il y en a un sur le stand derrière, ou sur un robot s'il imprime la maison. Voilà. Je pourrais passer beaucoup plus de temps dessus, mais je ne vais pas le faire. Ce que je voudrais bien signaler, c'est que nous ne sommes pas que des maçons, nous sommes une entreprise générale du bâtiment, nous sommes des concepteurs de bâtiments, nous sommes développeurs immobiliers, nous faisons tous les corps d'État. Et lorsqu'on a ici un partenaire nantais, d'ailleurs, SmartCast, qui fait des fonds de coffrage, des coffrages perdus sur lesquels il y a les réseaux dessinés dessus et les cloisons dessinées dessous pour aider les autres corps d'État à aller plus vite et mieux, lui, quand on l'alimente avec notre maquette numérique Grand Ouest, on lui fournit la maquette numérique des réseaux. Tout le monde ne le fait pas, il nous le dit. Et bien lui, derrière, il passe des nuits à triturer notre maquette numérique pour que ça parle à son robot de fabrication dans l'usine. La chaîne numérique a encore des progrès à faire et c'est très important. C'est pour ça que Bouygues Construction, vous l'avez peut-être vu, a lié un partenariat avec Dassault Systèmes et Accenture pour développer
L'environnement digital de management collaboratif des projets de construction, on appelle ça la PNMP, nous. Le but du jeu, c'est de faire travailler tout le monde sur le même objet en conception et non pas uniquement en dessin. On pourra même demain envisager de la conception paramétrique avec des règles métiers, voire du generative design avec de l'intelligence artificielle. Nous y travaillons, ça prendra un petit peu de temps. Et pour revenir à l'impression 3D, c'est pareil, lorsque l'on imprimera numériquement des maisons, si ce n'est pas de la préfa, il faut juste penser avec ces belles formes. Tu as vu, j'ai fait attention que tes collaborateurs ne soient pas trop visibles, hein, droit à l'image. Voilà, j'ai pris des photos qui vont bien, ouais, depuis le temps. Il faudra que ce soit pour tous les corps d'état, la dalle, l'isolation intérieure, le revêtement intérieur ou extérieur, le charpentier qui a rigolé 2 secondes pour venir habiller notre beau Y là. Hein. Et puis je ne parle pas du couvreur avec ses couvertines sur mesure. Aujourd'hui, ils ont attendu la fin du robot pour prendre les mesures parce qu'ils n'avaient pas confiance. Demain, ils auront confiance. Ils auront même l'outil numérique chaîné qui fera que le jour où le robot s'en va par la porte, comme tu le dis, arrivent tout de suite les couvertines cintrées à la bonne dimension en tenant compte des tolérances. Ils sont posés directement. Et là, le corps d'état sera aussi rapide que le gros œuvre. Nous y travaillons. Voilà, j'ai fait vite.